Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan culturel du mois d'avril sous le signe du mainstream. Et oui, ce mois-ci, pas de petits trucs bobo, hipstero, parisiano, noir et blanc. En fait, deux trucs, même pas vraiment. Parce que ce mois-ci, peut-être que vous avez vu dans le titre, puisque sûrement que je vais mettre les gros titres dans le titre, on va parler de Batman que j'ai vu un mois après tout le monde, puisque je l'ai vu le 1er avril. On va parler de Choose or Die, film d'horreur qui est sorti sur Netflix et qui a fait un buzz d'entrée sur Netflix, un petit buzz, hein, pas un buzz intersidéral, un petit buzz d'entrée sur Netflix, sur la plateforme, et de France Ferdinand, groupe de rock, ma foi, fort connu. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le bilan culturel sous le signe du mainstream. Alors, ce n'est pas grave, hein, je suis pas en train de dire que c'est nul. Ce que je dis, c'est que moi, j'aime bien trouver des trucs où pas tout le monde en parle, puisque comme ça, j'ai plus l'impression de vous recommander quelque chose que vous ne connaissez pas. Puisque si je parle de trucs dont tout le monde a déjà parlé 500 fois, je vois pas ce que je peux vraiment ajouter. Je vais quand même le faire parce que c'est le bilan culturel, donc je fais mon petit bilan. Mais je préfère quand même parler de choses dont tout le monde n'a pas parlé avant 500 fois, puisque là, je pense que Batman, tout le monde en a parlé mais 1500 fois. Mais je vais quand même ajouter ma pierre à l'édifice de Batman, bien sûr, pour ce bilan culturel. C'est parti. The Batman, sorti en 2022 avec Robert Pattinson, bien sûr, réalisé par Matt Reeves. Alors ce film, on en a beaucoup entendu parler, même avant qu'il sorte pendant hyper longtemps puisque c'était le prochain Batman, forcément. Depuis la trilogie, enfin, il y a eu des Batman entre la trilogie de Nolan et maintenant, mais c'était un peu le dernier gros truc quand même. Même s'il y a eu Batman vs Superman, les Suicide Squad et tout. Moi, quand j'étais ado, j'étais fan de Batman, je lisais les comics, j'avais des figurines Batman, je jouais au jeu Arkham sur PS et tout. Plus maintenant. Je suis plus fan de Batman. Mais quand il y a des films qui sortent, j'aime bien aller les voir. Même si j'ai pas vu les récents, je me suis arrêté à Batman vs Superman. Je n'ai pas vu Suicide Squad, la suite de Suicide Squad qui est centrée sur Harley Quinn. Je sais pas si c'est la suite en fait, mais c'est dans le même univers, je crois. Et j'ai pas vu Joker non plus avec Joaquin Phoenix, alors que j'adore Joaquin Phoenix. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, d'abord, j'ai adoré les scènes d'action. Pour le coup, les scènes de poursuite avec la Batmobile, les scènes de combat. Oui, j'ai pas résumé l'histoire parce que bon, c'est Batman, c'est. J'ai pas envie de résumer l'histoire. Je pense pas que c'est l'intérêt vraiment l'histoire. Mais voilà, les scènes d'action sont super, les scènes de combat font énormément penser aux jeux vidéo. J'ai déjà vu des gens le dire, mais je l'ai pensé en voyant le film. Ça fait vraiment penser aux jeux Arkham auxquels j'ai joué sur PS3 et PS4 quand il utilise les gadgets, genre les batarangs, là, les petits. Ouais, les batarangs, les bombes là, qui font de la fumée pour distraire les adversaires et tout, ça m'a vraiment fait penser aux jeux vidéo et moi j'ai adoré jouer à ces jeux vidéo, alors ça me fait hyper plaisir de voir ces scènes. J'ai bien aimé l'esthétique du film en général, la pluie tout le temps, la scène d'exposition de l'homme mystère en tout début de film qui fait comme une scène de film d'horreur, avec la musique, avec les violons d'Insidious. La musique, puisque je viens de dire les violons d'Insidious, est super. Le thème de Batman principal qui est toujours recyclé tout au long du film est super cool. La musique dans le club, quand ils sont dans le club du pingouin, le Iceberg Lounge, est super bien aussi. L'utilisation de Something in the Way de Nirvana, bien que c'est assez rigolo quand même, mais ça marche bien, je trouve, au début et à la fin, comme ça, pour faire un espèce de cercle de Gotham. Ils ont voulu faire une esthétique très sombre, très dark, mais bon, maintenant c'est comme ça qu'on fait les films Batman, c'est comme ça que les histoires sont, mais ça marche quand même, je trouve, et donc visuellement c'était réussi, au niveau sonore aussi. Par contre, voilà, mon problème avec le film principal, c'est quand même pas mon problème, puisque je n'attendais pas un truc incroyable, mais c'est le scénario. Le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. L'histoire, elle est pliée en deux-deux. C'est un film typique d'exposition de personnages, c'est-à-dire que dans l'enquête, Batman aide, mais au final, à la fin, on se rend compte qu'il n'a pas aidé, il n'a pas empêché le truc de se produire, donc c'est surtout, ça aide surtout au développement du personnage à l'intérieur. Enfin, bon, développement léger, hein, mais quand même. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. L'histoire du méchant de l'homme mystère est très basique. On sait faire que ça maintenant comme histoire de méchant avec Batman, c'est-à-dire le méchant qui veut dénoncer la corruption. Donc il a un peu raison, donc Batman il se demande s'il a pas un peu raison et s'il est pas un peu comme lui et tout. Je sais que c'est des histoires qui existent déjà dans les comics et tout, mais j'en ai un peu marre de voir les mêmes histoires, franchement, de méchants de Batman au cinéma, surtout avec des méchants différents, genre le Joker, l'homme mystère. En parlant de l'homme mystère, je trouve que l'aspect principal de son personnage, c'est-à-dire les énigmes, ok, c'était là, hein, d'accord, j'ai bien vu les énigmes, mais je sais pas, ça manquait d'un petit côté fun. Déjà, il n'avait pas assez des énigmes, mais des fois, c'était même pas des vraies énigmes. Genre les énigmes qu'il fait quand il a le mec du tribunal là, c'est pas vraiment des vraies énigmes, c'est juste pour lui faire avouer qu'il était corrompu avec machin et tout. Donc,
Ça manquait un peu d'énigmes parce que moi j'aime bien regarder le film ou quoi et essayer de réfléchir aux énigmes. Enfin, c'est rigolo du coup. Ça enlevait à ce côté-là, je trouvais. C'était pas vraiment des énigmes, c'était plus des questions. C'était plus l'homme question que l'homme mystère, on va dire. Sinon, au niveau du scénario aussi, l'histoire avec Catwoman était très forcée. Enfin, bon, voilà, ils sont ensemble enfin, ils ont une histoire d'amour, une romance dans les comics et tout, dans certains films, mais là, c'était un peu, ça tombait un peu comme ça. Ils se sont parlé 2 fois avant de s'embrasser. Bon, ok. Aussi, l'histoire sur la famille Wayne, au final, que Thomas Wayne, c'était pas un salaud, qu'il était, au final, sympa. Il était juste un peu naïf avec Falcon et tout. Bon, moi j'aurais préféré, ils ont fait tout un truc comme quoi ça allait être un Batman hyper sombre, hyper dark. Pourquoi ils ont pas fait que Thomas Wayne, la famille de Batman, c'était effectivement des connards? Je ne sais pas. Moi j'ai trouvé que du coup c'était un peu décevant, puisque ça tombait un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire il y a une scène où Bruce Wayne il parle à Falcon et Falcon lui dit: Tu sais, ton père il m'a demandé de tuer quelqu'un. Après il va voir Alfred, il lui dit: Alfred, tu m'as menti. Et Alfred lui dit immédiatement: Non, non, en fait c'était pas ça. Mais il y a rien entre, donc ça sert vraiment à rien. Mais bon, voilà, après, c'est un film qui est avant tout fun et il était divertissant. Moi, je le reverrais là avec volontiers puisque c'était aussi drôle. Puisqu'on peut pas enlever l'aspect drôle d'un film où l'élément principal c'est un homme qui se déguise en chauve-souris, même si c'est hyper sombre et que ce mec est Robert Pattinson et écoute du Nirvana. Mais ça reste rigolo du coup. On rigole, la scène de poursuite avec le pingouin est hyper drôle, le pingouin est très drôle. Donc, un film très fun, divertissant. Je pense que tout le monde a déjà dit son opinion sur Batman, mais voilà la mienne. Si vous ne l'avez pas vu, bien, bah allez le voir. Mais après, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est que vous avez vraiment pas envie de le voir. Voilà. Ensuite, on reste dans du très niche, puisqu'on va parler de Choose or Die sur Netflix, qui est sorti ce mois-ci, donc, de Toby Meekins. L'histoire, ce sont 2 jeunes adultes, dont l'un est l'acteur de Sex Education. Je n'ai pas pensé à regarder les noms, désolé. Donc, une fille et un garçon. Et ils découvrent une vieille cartouche de jeux vidéo des années 80, ça s'appelle Cursor. Et cette cartouche, quand on la met, c'est un jeu vidéo style où on répond à des questions. On doit répondre à des questions pour inventer, enfin de faire des oui-non, dire quelle action on fait pour avancer. Voilà, je m'exprime très très mal aujourd'hui, excusez-moi. Ah, je l'ai pas dit, mais je sais que c'est obligé de le dire quand on l'a. J'ai le Covid en ce moment même, ça va, hein, mais je l'ai. Donc peut-être que je peux mettre ça sur le fait que mon cerveau est un peu brumeux, même si je pense que c'est juste que je ne suis pas particulièrement motivé par ce film. L'idée de base du jeu vidéo hanté m'avait semblé, ah ouais là ça va pas du tout, m'avait semblé très fun, mais le développement n'allait pas. Le développement des personnages et le développement de l'histoire de la backstory, c'était vraiment le minimum syndical. Et dans ce cas-là, si dans un film d'horreur on ne fait pas de développement des personnages, si les relations entre les personnages elles sont résumées en 2 phrases, et ben alors il faut que le reste compense, c'est-à-dire qu'il faut que les scènes de mort, les kills, soient fun, qu'ils soient gore, et là c'était pas du tout le cas, il y avait très peu de gore. Il y a la mort d'un des 2 personnages principaux, bah, la mort elle est nulle, il y a rien, il y a vraiment pas de sang et tout, donc du coup ça gâche un peu. Je pense que si on veut pas faire du développement, un truc avec ouais, des personnages hyper développés, une histoire hyper développée, il faut compenser en proposant des choses créatives au niveau des morts et des choses comme ça, comme le font les films comme Saw et les films dans ce genre-là. Et là, c'était vraiment pas le cas, donc il y avait vraiment pas grand-chose. Je ne conseille pas de le voir. Sauf si, comme moi, vous êtes vraiment un giga fan de films d'horreur, et du coup, vous regardez tout ce qui sort en film d'horreur. Mais sinon, vous pouvez vraiment vous en passer. Ça va pas gâcher votre vie, je vous le jure. Spectacle, ensuite je suis allé voir Jukebox Saint-Ouen, l'espace 1789 à Saint-Ouen, donc de Élise Simonet et Joris Lacoste avec Gita Sarraj. Gita Serraj. La pièce se base sur la création de Joris Lacoste de l'Encyclopédie de la Parole, qui est un site internet où des collecteurs, je ne sais pas, recensent des morceaux de parole. C'est-à-dire que sur ce site, on peut trouver des enregistrements de conversations dans la rue, d'extraits de vidéos YouTube, d'extraits de discours à la télévision, d'extraits de pubs, de messages vocaux sur des téléphones, de démarchage, des choses comme ça, de live Instagram, de plein de choses. C'est une expérience pour recenser toute la parole et après cette parole est réutilisée dans des spectacles. Et là, c'est le cas. Le spectacle Jukebox Saint-Ouen, donc, Gita Sarraj est sur scène et fonctionne comme un jukebox. C'est-à-dire que nous, public, nous avons un petit flyer comme ça avec dedans tous les morceaux qu'elle peut interpréter, les morceaux de parole. Donc on a par exemple Finance au pluriel, répondeur téléphonique de la trésorerie municipale de Saint-Ouen 2021 ou Qui a fait ça, réprimande, vidéo postée sur YouTube 2016. C'est la version Saint-Ouen, donc c'est la version Petite Couronne. Ce sont des extraits sonores pris à Saint-Ouen, Bobigny, Nanterre et Aubervilliers. Le fonctionnement de Jukebox fait que c'est assez rigolo comme spectacle. C'est un spectacle hyper court, ça dure 45 minutes. La comédienne est très bien. Elle est hyper dynamique vu qu'elle refait tous les extraits à chaque fois elle-même.
mais moi ça m'a pas tant plu que ça, principalement parce que je n'habite pas dans la petite couronne parisienne, et oui, j'habite à Paris intramuros, du coup, j'ai pas les références, et je regarde pas ça comme une espèce de curiosité, parce que c'est pas une curiosité pour moi, la petite couronne, mais du coup, j'ai pas les références, donc ça m'enlève En plus, je suis pas fan des trucs humoristiques de base, des pièces comiques, je dirais. C'est pas mon univers. Mais comme j'ai pas les références, je pense que je pouvais vraiment pas apprécier. Par exemple, il y avait beaucoup d'extraits qui étaient en arabe et je parle pas arabe, donc je pouvais pas comprendre. Par contre, quelqu'un m'a dit que il l'avait vu avec des lycéens dans un lycée, puisque la pièce était jouée dans un lycée, en petite couronne, et que là, pour le coup, les lycéens avaient adoré, puisqu'ils avaient reconnu les références, des façons de parler, des choses qu'ils reconnaissent dans les pubs, dans les façons de s'exprimer, et du coup, ils ont adoré la pièce. Donc je pense que c'est vraiment une pièce qui fonctionne si on a bien les références, si on vit dans la petite couronne, et ça marche moins bien sur les Parisiens. Et oui, je pense que c'est ça, pas le problème, mais ce qui fait que moi, c'était pas bien, mais c'était pas, tout simplement. En revanche, l'encyclopédie de la parole, le site internet, j'ai vraiment trouvé ça super. Je vous encourage à aller sur le site. C'est hyper bien pour passer le temps. Il y a plein de petits carrés comme ça et vous cliquez, vous regardez, vous passez votre souris dessus et ça vous met quel type d'enregistrement c'est. Il y a des trucs drôles, il y a des trucs bizarres, il y a des trucs juste, on sait pas trop quoi en faire. Mais c'est vraiment super cette encyclopédie de la parole. Je trouve que c'est vraiment un super moment, un super moyen de passer le temps sur internet. Livre. Ensuite, en parlant de bribes de parole, j'ai fini de lire Journal du dehors de Annie Ernaux, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à la regarder. Donc, Journal du dehors, je vous lis la quatrième de couverture. De 1985 à 1992, j'ai transcrit des scènes, des paroles saisies dans le RER, les hypermarchés, le centre commercial de la ville nouvelle où je vis. Donc, comme la quatrième de couverture l'indique, Annie Ernaux a retranscrit des paroles qu'elle a entendues, des choses qu'elle a vues dehors, pendant cette période et c'est super agréable à lire je pense parce que parfois par exemple on le lit et on pense que face à la même situation on n'aurait pas eu les mêmes pensées, on n'aurait pas tiré les mêmes conclusions. Ça nous apprend beaucoup aussi je pense sur les dynamiques qui se passent dehors, les dynamiques sociales qui sont en jeu. Des fois elle en tire des réflexions assez philo sur le rapport à l'autre, au dehors, à soi par rapport à l'autre qu'on voit dehors et certaines de ces réflexions qui étaient vraiment super intéressantes, particulièrement la dernière réflexion, dans le dernier petit bribe, sur le fait que des fois, dehors, on voit quelqu'un qui fait quelque chose et ça nous ramène à nous, à notre histoire, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître dans un comportement d'un inconnu, un comportement soit qu'on connaît chez nous, c'est-à-dire vraiment nous, soit quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui a une même manière, une façon de faire quelque chose que quelqu'un qu'on connaît dans notre vie, un proche, et du coup, ça fait un rapprochement avec un autre qui est pourtant totalement inconnu, mais donc qui porte un peu de notre vie sans le savoir. Elle l'explique peut-être de façon un peu plus poétique que moi, enfin pas ça, mais c'est écrit donc c'est pas pareil que là comment je vous l'explique à l'oral, mais c'était pour vous donner un exemple des réflexions qu'elle tire, parce que c'est pas juste des bribes, elle en tire quelque chose. Donc vraiment je trouve que c'est une super lecture, c'est vachement court en plus. Oui, ça permet de réfléchir à comment on est dans la ville par rapport aux autres, par rapport aux événements quotidiens qui au final sont quand même singuliers, même s'ils nous apparaissent quotidiens quoi, et banals. Catégorie musique, et c'est mon dernier élément, je suis allé voir le concert de Franz Ferdinand au Zénith de La Villette. Ils n'ont pas sorti un nouvel album, mais ils ont sorti un album compilation, Hits to the Head, avec du coup leur plus grand hit. Franz Ferdinand, c'est le groupe écossais avec comme frontman Alex Kapranos, groupe très connu pour leur single Take Me Out au début des années 2000. Je pense que c'est difficile de pas aimer Franz Ferdinand. C'est du rock avec des paroles pas bêtes, c'est pas des paroles qui... Des fois il y a des paroles dans le rock, ça veut vraiment être edgy pour être edgy, ce qui peut être sympa des fois, mais là c'est pas du tout le cas. C'est des paroles qui sont, je trouve, bien écrites, assez fines quand même, mais les musiques font danser. C'est clairement des chansons pour faire danser. Il y a des rythmes, ça bouge. C'est vraiment super. Pour faire du jogging aussi, j'aime beaucoup France Ferdinand. Et ils ont des balades aussi qui sont très bien faites, je trouve. C'est un groupe qui fait. Généralement, les groupes comme ça de rock, ils font aussi des balades de temps en temps et on voit au niveau des balades s'ils arrivent à faire autre chose et si leur horizon de possibilités musicales est un peu élargi. Et je trouve que les balades de Franz Ferdinand, comme Walk Away par exemple, ou Slow Don't Kill Me Slow, sont vraiment super. Pour le concert en lui-même, j'ai adoré. C'est le meilleur concert que j'ai fait de ma vie, vraiment. Alex Kapranos est super pour chauffer la salle, vraiment. Il arrivait à dire les bonnes choses, en plus il parle bien français puisqu'il est le petit ami de Clara Luciani qui est venue sur scène à un moment chanter une chanson en duo avec lui d'ailleurs, puisque ils sortent ensemble. Mais du coup il parle pas mal bien français et du coup c'est vachement bien pour parler avec le public. Il arrivait hyper bien, il maîtrisait hyper bien l'enchaînement des chansons, quelle chanson allait bien après laquelle. Quand
il tendait son micro à la foule pour faire chanter. Les gens chantaient tout de suite les mots. C'était hyper bien. Vraiment, c'était un super moment. Je vous recommande vraiment d'aller voir Franz Ferdinand en concert si vous avez l'occasion. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi bien. Moi, c'est vraiment le meilleur concert que j'ai vu. La meilleure façon de gérer un public et d'interagir avec le public que j'ai pu voir. Voilà, c'est tout pour ce bilan culturel du mois d'avril. J'espère qu'il vous a plu, même si c'était le bilan sous le signe du mainstream. Comme je vous ai dit, la fois prochaine, ce ne sera pas ça. Je vais essayer de faire pour le mois de mai le bilan le plus indie possible. Possible, hein, je ne sais pas trop. Encore une fois, ne pensez pas que je suis un pauvre snob, c'est vraiment juste pour moi parce que j'aime bien. Mais comme vous avez pu voir, j'aime bien aussi. J'aime bien Batman, j'ai bien aimé Batman. J'ai pas absolument détruit Batman, c'est vraiment pas la question. C'est juste que moi j'aime bien et ça m'amuse. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, dites-moi si vous avez lu, vu, écouté des choses dont j'ai parlé et ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, si vous avez la même opinion que moi ou pas du tout. Petit point aussi, je ne sais plus c'est ma combienième, mais ça fait déjà quelques vidéos que je fais sur YouTube quand même, et je voulais dire merci aux gens qui me regardent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent tout le temps, mais je suis quand même très content d'avoir commencé ça, YouTube. Je m'amuse beaucoup, j'aime bien faire ces vidéos. Je vais essayer de continuer le rythme de 2 vidéos par mois, un bilan culturel et une autre vidéo. J'ai fait un doigt d'honneur. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, je vais essayer de continuer ce rythme. Peut-être qu'il y en aura plus des fois. Je ne vous fais pas du tout de doigt d'honneur, en tout cas pour finir cette vidéo. Je vous souhaite un très bon début de mois de mai et un très bon 1er mai. À la prochaine!